Fabienne Grébert, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation de l'association Polygone et de venir vous entretenir avec nous sur votre programme et sur votre engagement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Politicienne depuis plusieurs années déjà et mère de famille, vous accordez une place particulière à l'écologie et à la défense de la qualité de vie et de la santé des citoyens. C'est en effet il y a 11 ans que vous vous engagez en politique dans le but de faire changer les choses, notamment d'un point de vue écologique. Vous avez d'abord participé à la création de Nouvelle Donne, mouvement politique de gauche, en vue des élections européennes de 2014. Dans le cadre des élections régionales prévues pour le mois prochain, vous êtes désormais chef de file du parti Europe Écologie Les Verts. Du pôle écologiste, un groupement qui comprend effectivement Europe Écologie Les Verts, mais aussi Génération S, le parti de Benoît Hamon, Génération Écologie, le parti de Delphine Bateau, Nouvelle Donne, Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, le mouvement des progressistes, le mouvement Région Savoie et bien évidemment des milliers de non-encartés qui se sont associés à ce projet. Très bien. Afin de cerner les enjeux principaux de votre programme, nous allons noter brièvement que votre projet de campagne s'étend particulièrement sur 3 axes, à savoir la montagne, la jeunesse et l'emploi. Nous le savons, la participation des citoyens aux élections est essentielle pour la viabilité de la démocratie. Toutefois, depuis quelques années, les chiffres révèlent une faible participation aux élections régionales. Comment pensez-vous renouer le lien avec les électeurs ? D'abord, ça va être long parce que je pense que les citoyens ont perdu confiance dans nos élus, dans nos élites, et nous devons restaurer cette confiance par de la transparence, transparence sur l'efficacité de nos politiques publiques, sur ce qui marche, ce qui marche moins bien, une certaine éthique aussi à laquelle ne nous a pas habitués Laurent Wauquiez, notamment avec, là encore, très récemment, une enquête qui a été ouverte par le parquet financier pour abus de biens publics, utilisation, usage de biens publics à des fins électorales. Et puis, nous devons aussi faire preuve de pédagogie. Les élections, là, ne vont pas nous aider parce que le même jour se déroulent les élections départementales et les élections régionales. Et c'est très difficile pour tout citoyen, d'abord, de comprendre comment se déroule cette élection. Est-ce que ce sont les citoyens qui votent? Est-ce que c'est un suffrage universel ou pas? Et puis, c'est difficile de s'y repérer dans les compétences. Et on attend de nos élus un peu tout comme d'un homme providentiel. Or, un élu ne peut pas tout. Il doit collaborer, coopérer avec des départements, avec des collectivités territoriales, avec des entreprises, avec des associations. Et donc, nous devons faire cet effort de pédagogie pour faire connaître les domaines de compétences et en quoi le fait d'aller voter, c'est important pour vous, étudiants, parce que la région a un rôle, notamment sur l'enseignement supérieur et la recherche. Très bien, merci beaucoup. Afin d'entrer dans le vif du sujet, l'un des points forts de la région réside dans ses ressources naturelles, notamment en ce qui concerne les montagnes. En effet, la région Auvergne-Rhône-Alpes représente environ 60% de surface montagneuse. Quels seraient vos objectifs pour mettre en avant cet atout? Comment sauver la montagne au vu d'une possible disparition des stations de ski probable autour des années 2050? Écoutez, la montagne va très bien s'en remettre. Vous savez, les stations de ski, ce n'est que 2% de la totalité de notre territoire de montagne. Donc nous avons fort à faire pour faire découvrir ces grands espaces, faire découvrir ces petits villages, ces sentiers de randonnée, ces fleurs, cette faune, cette flore, ces plantes sauvages. Il y a plein de choses à découvrir dans la montagne et notre objectif, c'est de développer une offre de tourisme diffus qui va être une offre qui va coûter moins cher pour tout à chacun qu'un séjour à la montagne dans une usine à ski, mais qui va permettre d'être accessible à un plus grand nombre de personnes. Donc nous construirons aussi des stations de montagne, nous transformerons les stations de ski qui n'ont plus de neige en stations de montagne qui vivent en 4 saisons et qui vivent en complémentarité avec les vallées. Très bien, merci. La crise à laquelle on doit faire face en raison de l'épidémie liée à la Covid-19 affecte tout particulièrement le tourisme. Pensez-vous qu'il puisse paraître envisageable de tirer bénéfice de cette période à travers le développement du tourisme plus proche de chez nous et la découverte de sports spécifiques aux régions, ici celle de l'Auvergne-Rhône-Alpes? Oui, vous savez, moi j'habite à Annecy, près du lac. Je suis aussi vice-présidente du syndicat intercommunal du lac d'Annecy. Et j'ai pour projet de mettre en place un plan lac 2030. Et ce plan lac,
justement, a pour ambition de faire évoluer l'offre touristique, de passer des gros bateaux sur lesquels il y a maintenant des conflits d'usage, et de faire découvrir un tourisme plus doux, un tourisme qui fait la part belle au paysage naturel, au patrimoine naturel. C'est aussi une aspiration des acteurs touristiques. Certains me l'ont dit, notamment des loueurs de bateaux qui me disent on a une clientèle internationale, notamment des Russes qui viennent à Annecy pour découvrir notre patrimoine naturel et qui aspirent à une forme de tourisme apaisé. Donc c'est aussi très bien parce que c'est aussi plus conciliable avec le rythme de vie de la population. Très bien. Pour rester sur la crise, mais à propos de l'environnement cette fois, on l'a vu tout au long de cette épidémie, la crise a nécessité l'usage d'une quantité importante de plastique. La région Auvergne-Rhône-Alpes a commandé plus de 9 millions de masques en mai 2020. De plus, d'après les chiffres relevés sur le site des Nations Unies, on doit s'attendre à voir 75% des masques utilisés rejetés dans la nature. Les productions en grande quantité de masques, gants ou gel hydroalcoolique ne montrent-elles pas la nécessité d'avoir recours à l'usage de matières dites polluantes, comme le plastique ? Pensez-vous que ces matières puissent être substituées à grande échelle et si oui, par quels moyens ? Tout à fait. J'étais il n'y a pas très longtemps au tissage de Charlieu à Roanne, qui a fabriqué des centaines de milliers de masques, qui a su transformer son usine en 3 jours pour répondre à cette demande de masques. Et ça a été une réussite totale. Et aujourd'hui, cette industrie va développer des sacs de caisse, mais en tissu, à partir de fils recyclés. Les chiffres sont extrêmement intéressants. Cette activité va permettre de développer 46 emplois, va permettre d'économiser 48 000 tonnes de CO2. Et donc, c'est à la fois une activité qui est bonne pour la transition écologique, bonne pour l'emploi local, bonne pour l'économie de proximité. Nous avons tout intérêt à développer ce type d'alternative. Très bien, merci. Toujours sur le plan environnemental, la région Auvergne-Rhône-Alpes est un bassin industriel fécond d'une importante création de richesses sur notre territoire. Comptez-vous soutenir ces industries qui, par leur fonctionnement, génèrent de la pollution ou au contraire, souhaiteriez-vous financer exclusivement vert ? Nous avons effectivement besoin des industries parce que nous avons besoin de fabriquer des charpentes, des biens d'équipement, des machines-outils. Nous avons besoin de fabriquer des pneus pour nos vélos, pour nos véhicules. Donc cette industrie va continuer sur le territoire. Et nous devons accompagner cette industrie dans la transition écologique. Nous avons besoin de les soutenir sur ce sujet-là. Donc nous critériserons nos aides et nous les bonifierons. Des entreprises qui voudront s'engager dans la transition écologique seront accompagnées. Elles seront accompagnées encore plus si elles s'engagent à maintenir, à transformer, à développer des emplois de proximité non délocalisables. Très bien. Afin de conclure sur cette partie sur l'environnement, permettez-moi une question d'un membre actif de l'association. Envisagez-vous la mise en place d'une convention citoyenne pour le climat ? Oui, nous envisageons la mise en place d'une convention citoyenne pour la transition écologique. Parce que nous avons, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, un petit pays de 8 millions d'habitants sur lequel nous pouvons expérimenter une transition écologique réussie. Et du coup, tirer de cette expérience, une expérience que nous pourrions dupliquer à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe ou dans d'autres régions du monde. Et pour ça, nous devons renégocier des modes de vie. Nous devons travailler ensemble avec les citoyens, avec les associations, avec les élus locaux, avec les entreprises pour avoir une vue partagée des enjeux d'abord en termes de dérèglement climatique. Ici, dans les Alpes, nous sommes déjà à un dérèglement climatique de plus 2 degrés. Je le vois à Annecy. Les températures à Annecy, très prochainement, seront celles d'Avignon que l'on connaît aujourd'hui. Et donc, nous devons prendre conscience de ces enjeux collectivement et redéfinir nos modes de vie en fonction de l'importance de la perte de la biodiversité, des ressources en eau et du dérèglement climatique. Très bien, merci. D'un point de vue économique maintenant, la richesse et la grandeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui permettent de bénéficier de 8 milliards d'euros consacrés au budget. Que comptez-vous en faire ? Quelles sont vos priorités en matière d'investissement ? Quelles sont les dépenses ou fonctionnements d'investissement que vous souhaiteriez fortement réduire ou à l'inverse, celles que vous verriez plutôt augmenter ? Alors, il y a une dépense de fonctionnement qu'on va fortement réduire, c'est les dépenses de communication de Laurent Wauquiez.
enfin en tout cas celle qu'il a faite pendant tout ce mandat. On l'appelle le seigneur des panneaux. Vous savez, ces petits panneaux bleus qu'on voit fleurir partout dans la région. Donc nous allons mettre un terme à ces dépenses dispendieuses, un cabinet pléthorique avec des salaires à 9 000 euros parmi ses membres de cabinet. On a parlé largement d'Ange Sidbon, mais il y a d'autres salaires qui sont au-delà des normes pratiquées dans la fonction publique. Ça, c'est un point important. Nous allons surtout réorienter les activités, effectivement, sur ce qui participe à une économie locale forte, à de l'emploi, à la transition écologique. Moi, je me sens comptable de l'argent des contribuables, du vôtre, des impôts que vous payez peut-être déjà ou que vous allez payer. Et nous devons être vigilants sur l'utilisation de cet argent. Et cet argent, surtout dans une période post-confinement, vous avez vu, là, il y a eu de l'argent magique, on a arrosé partout. Et là, on va nous siffler la petite chanson de la dette qu'il faut rembourser. Il y a des chances que les budgets des collectivités territoriales baissent. Et donc, nous devons consacrer notre argent à ce qui est triplement gagnant pour l'économie, pour l'emploi et pour l'environnement. Très bien, merci. À propos du budget, les étudiants et plus généralement les jeunes ont beaucoup souffert de la crise de la Covid-19. En effet, de plus en plus de jeunes se retrouvent en détresse financière. Près de 20% des étudiants vivent en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE. De ce fait, envisagez-vous des mesures de soutien au pouvoir d'achat des jeunes ? Est-ce en cela que consiste le plan d'urgence pour la jeunesse que vous comptez développer ? Oui, tout à fait. D'abord, on vit en France une situation scandaleuse. On est d'un des rares pays en Europe à ne pas consacrer de minima sociaux aux jeunes de 18 à 25 ans. Donc, notre objectif, effectivement, c'est de revenir sur cette anomalie française. Et si l'État ne fait pas son boulot, si les départements ne font pas leur boulot, nous allons le faire à leur place et permettre aux jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté d'avoir un revenu d'autonomie de 400 euros. Mais nous voulons faire ce travail-là avec les territoires. La métropole de Lyon ne nous a pas entendus pour développer ce revenu d'autonomie, parce que la métropole est une collectivité qui a de la richesse. Mais ça ne sera pas partout comme ça dans tous les territoires. Donc nous allons devoir moduler notre aide en fonction du potentiel fiscal des territoires. Peut-être qu'à Saint-Étienne, on a moins d'argent qu'à Lyon et donc notre aide devra être supérieure. Et peut-être qu'à Annecy, on a beaucoup d'argent, on peut mettre en place un revenu d'autonomie, mais pas forcément dans les mêmes niveaux. Et cette aide auprès des étudiants, elle doit être différente, adaptée aux spécificités du territoire. Je vis à Annecy, c'est très très cher. Je suis moi-même enseignante à l'université et je vois chaque année des étudiants que je recrute et qui partent, qui ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de logement, parce que c'est trop difficile de se loger. Il y a des problèmes de logement à Annecy, il faut les prendre en compte. C'est peut-être moins vrai à Bourgoin-Jallieu, où là, par contre, il y a peut-être des problèmes de santé. Et là, il faut qu'on négocie avec les territoires. Puis il y en a peut-être d'autres où c'est des problèmes de formation professionnelle ou de transport. À nous d'adapter cette politique avec les territoires engagés jeunesse, les territoires qui voudront bien s'associer à cette... Très bien. Afin d'orienter l'entretien sur un sujet très précis, la crise de la Covid-19 a lourdement affecté les métiers relevant des domaines de la culture et des arts. En effet, la fermeture prolongée des salles de spectacle, des théâtres ou encore des musées a, semble-t-il, amplifié la situation. Quel soutien pourriez-vous leur apporter pour faciliter l'après-Covid dans ces milieux ? Vous savez que la région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, sous le mandat de Laurent Wauquiez, a le plus faible budget culture par habitant de France. Pour vous donner une idée, c'est 8 euros par habitant. Et donc, nous voulons relever ce seuil et augmenter de 25 milliards le budget de la culture. Donc ça, c'est un premier point. Nous avons besoin, et nous étions avec les acteurs culturels, besoin de développer des territoires vivants en culture. C'est vrai que la culture est souvent l'apanage des grandes métropoles, des grandes villes, mais nous avons aussi besoin que toute cette créativité, le spectacle vivant, essaime aussi sur les territoires et permettre à des petites villes aussi d'accueillir des résidences d'artistes, de créer des spectacles et puis d'avoir des musées qui sont vivants.
Donc ça, c'est un point important que nous allons développer la formation professionnelle, permettre des contrats emploi-formation pour permettre tout de suite l'entrée dans la vie active et puis faciliter l'insertion des artistes dans le monde professionnel, notamment en leur offrant une vitrine dans les métropoles. Nous avons des événements extrêmement importants comme la Biennale d'art contemporain à Lyon, la Biennale de la danse, mais les artistes qui sont représentés à cette occasion et les programmateurs du monde entier ont besoin de rencontrer les artistes dans ces lieux. Donc il faut que nous puissions faire cette facilitation, cette intermédiation entre les professionnels et les artistes. Merci. Plus généralement, quelles sont les actions réelles que vous entendez engager pour garantir un soutien aux familles modestes qui ont subi et qui subissent encore violemment les répercussions liées à la pandémie ? Les familles dans le besoin peuvent-elles s'attendre à une aide de la part de la région si jamais vous êtes élu ? Nous savons effectivement que cette crise s'accompagne d'une augmentation de la pauvreté et nous ne pouvons tolérer ça. Nous devons, je crois, réconcilier fin du monde et fin du mois. Et nous pouvons le faire à travers plusieurs actions. D'abord, l'expérimentation d'une sécurité sociale de l'alimentation qui permettra, à l'image d'un chèque restaurant, d'avoir des chèques qui pourront être dépensés auprès de circuits courts, auprès de magasins qui distribuent des fruits et légumes et des produits locaux. Ce qui permettra aussi d'avoir un message sur l'évolution des habitudes alimentaires et des régimes alimentaires. Ça, c'est un premier point. Nous allons activement lutter contre la précarité énergétique. Nous avons l'objectif de rénover 500 000 logements au cours de notre mandat et donc d'agir aussi avec les bailleurs sociaux pour mettre des familles à l'abri de cette précarité énergétique et bien évidemment aussi de construire des logements sociaux. Nous en avons besoin, nous avons un déficit important de logements dans cette région. Et puis le troisième volet, c'est aussi les transports. Avoir une voiture, c'est environ 6 000 € par an. Et nous devons offrir des alternatives à la voiture individuelle, permettre à tout à chacun d'emprunter plus facilement les transports en commun, permettre aux gens qui vivent dans des territoires ruraux de s'équiper avec des vélos électriques, parce que souvent les trajets sont assez courts. Et si on a des pistes cyclables sécurisées, on peut aider les communes rurales à acquérir des vélos électriques. Et du coup, de revenir sur ces sujets-là, c'est bon pour le pouvoir d'achat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'environnement. Très bien, merci. Pour en revenir aux jeunes, le secteur de l'emploi a vu ses portes se refermer de plus en plus par rapport aux jeunes, notamment pour ceux à la recherche d'une alternance, sans compter ceux dont l'emploi étudiant est primordial. Ils sont en effet des milliers à chercher un emploi pour leur alternance. Ça leur représente une hausse de 40% au cours de ces 2 dernières années selon le site du gouvernement. Comptez-vous mettre en place des aménagements pour leur venir en aide ? Nous ne pouvons tolérer d'avoir des générations sacrifiées, des jeunes qui vont avoir du mal à trouver leur premier emploi. Nous savons effectivement que ça va être difficile et nous devons à la fois les soutenir dans le transport, dans l'accessibilité, parce que aller à des entretiens à Aurillac quand on habite à Lyon, c'est pas forcément facile, et vice-versa. Donc il faut qu'on facilite cette mobilité. Il faut qu'on facilite aussi la reconversion économique, parce qu'on a le droit de se tromper quand on a 20 ans. On a le droit d'avoir envie de changer de voie. On a le droit de se dire que finalement, la voie qu'on a choisie, ce n'est pas la bonne. Et du coup, nous mettrons en place aussi des systèmes de stage qui permettront à des jeunes de découvrir une entreprise ou un secteur d'activité, parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité que dans les stages ou en troisième. Et des fois, c'est un peu trop tôt pour pouvoir orienter sa carrière. Donc, ça fait partie des points qu'on mettra en place. Et nous allons également soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire. Et l'économie sociale et solidaire, c'est l'assurance d'emplois locaux, de proximité. C'est aussi l'assurance d'un lien plus précis entre bénévolat et salariat, puisque l'économie sociale et solidaire, en tout cas, les associations peuvent être un tremplin pour trouver du travail. Soutenir les associations, c'est soutenir des emplois locaux, de proximité et qui répondent à des besoins essentiels de la population.
À propos de la mise en place d'aménagements, le mouvement dont vous faites partie a à de nombreuses reprises affirmé son désaccord face au projet de la liaison ferroviaire transalpine partant de Lyon en direction de Turin. Sachant que cela permettrait de réduire les émissions de CO2 émises par les véhicules, quelles sont les raisons de ce refus? Pourriez-vous, en cas d'alliance avec Najat Vallaud-Belkacem, céder sur ce point? Vous savez, je crois qu'avec Najat Vallaud-Belkacem, nous allons nous retrouver sur la nécessité de mettre des camions sur les trains tout de suite et maintenant. Nous avons effectivement un trafic de 1 400 000 poids lourds qui passent chaque année autour du tunnel du Mont-Blanc et du tunnel du Fréjus. Mais ce trafic n'augmente pas. Et l'objectif du Lyon-Turin, c'est effectivement de miser sur une augmentation du trafic, or qu'aujourd'hui, les lignes existantes ne sont pas saturées. Et avant que les émissions de gaz à effet de serre soient compensées, moi, je serai morte et vous serez probablement très, très vieille, avec tout le respect que je vous dois. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est de réagir au dérèglement climatique de manière urgente. Nous avons aussi besoin de réagir immédiatement à la pollution des vallées alpines. Et nous avons aujourd'hui les moyens de mettre des camions sur les trains. Nous avons encore beaucoup de marge de manœuvre avant que les lignes soient saturées, mais il faut qu'on développe une offre de services. Il faut négocier avec la SNCF Réseau la mise en place de lignes dédiées aux ferroviaires. Il faut fermer des passages à niveau. C'est des investissements bien moindres que le Lyon-Turin qui coûte 26 milliards d'euros, je vous le rappelle. Ces 26 milliards d'euros qui ne seront pas affectés aux lignes du quotidien, au transport de voyageurs. Et si nous voulons vraiment baisser la pollution de l'air et nous adapter au dérèglement climatique, nous avons tout intérêt à consacrer cet argent aux lignes du quotidien. Poursuivons sur cet axe. Dans le cadre de la région, la question des transports est parfois source de conflits. Envisagez-vous le développement de nouveaux réseaux de transport permettant aux citoyens de se déplacer plus facilement au sein de la région? En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est arrêter la construction des routes. D'abord, ce n'est pas une compétence de la région, ça coûte très cher. Le 10 km de route RN 88 en Haute-Loire, c'est un budget de 225 millions d'euros qui pourrait, là encore, être affecté à des infrastructures, à de la rénovation de lignes dans le domaine du transport ferroviaire ou au développement d'infrastructures cyclables et d'autoroutes cyclables. Donc, nous avons fort à faire sur ces sujets-là. Nous allons effectivement mettre des moyens dans ces types de transports. Et là encore, c'est meilleur pour le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est plus agréable de se poser dans un train, de lire un livre, de regarder le paysage, de se rendormir pour aller travailler, me semble-t-il. Afin de terminer cette entrevue, avez-vous un dernier mot pour encourager les électeurs à vous soutenir? Eh bien, ce que j'ai envie de dire aux électeurs, c'est que je suis une femme d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ça fait 50 ans que je suis ici. Mon destin est ici et je peux leur assurer que je resterai ici pendant tout mon mandat. Je connais bien cette région. J'ai vécu à Saint-Étienne. J'ai une sœur qui habite en Haute-Loire. J'ai vécu à Lyon. Je vis maintenant à Annecy. J'aime beaucoup cette région et je ne suis pas une politicienne de métier, j'enseigne encore, j'ai encore des clients, je suis engagée dans une vie d'entrepreneur, je connais les réalités de terrain, je vais faire mon marché, je connais le prix d'une baguette de pain et d'un croissant, je connais le taux horaire d'un SMIC et je crois que nous avons besoin effectivement d'élus ancrés dans les réalités et qui vont se donner au service à la fois de notre région, puis à la fois au service, aux besoins des gens. Parce qu'on a parfois souvent oublié que nous faisons notre devoir de politique au service de nos habitants. Et c'est ça que je souhaite restaurer, bien évidemment, dans un esprit de transition écologique. Très bien. Je pense qu'il est désormais temps de conclure cet entretien. Merci beaucoup au nom de la... Merci beaucoup à vous et j'espère vous voir dans les urnes au mois de juin. Comme nous avons effectivement besoin d'embarquer les jeunes
pour aller voter et j'espère que votre émission y contribuera largement. Merci de votre invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Merci à l'Université Jean Moulin Lyon 3 de nous avoir fourni le matériel nécessaire et les locaux. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette interview sur le site de polygone.org ou sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram ou sur Facebook. C'était le grand entretien avec Fabienne Grébert. Merci à vous. Excellente journée. À bientôt.